Nous sommes de retour dans cette édition du 23 août 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Julien Nebenzal pour son chronocac, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, a ouvert sans surprise dans le vert. Actuellement, il prend 0,28% à 7261 points. Voilà. Pour commenter cette ouverture, eh bien, je suis en duplex avec Julien Nebenzal. Bonjour Julien. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable de la location chez Advise. Julien, on vous a entendu lundi, on vous réentend aujourd'hui. Du coup, par la force des choses, on va essayer d'avoir une approche un peu pédagogique sur les évolutions récentes de l'indice phare parisien. Et pour ça, on a bien compris qu'un des catalyseurs à la hausse ou à la baisse sur les marchés, c'est l'évolution des taux longs. Julien, les taux longs ont pris plus de 100%, que ce soit le taux long américain, le 10 ans américain, le Bund allemand à 10 ans plus de 100%, le 10 ans français plus de 66% sur un an. Dès lors, comment est-ce qu'on peut expliquer que cela se produise maintenant et est-ce que globalement on peut prédire que la période de taux bas à laquelle nous avions affaire il y a quelques années est totalement révolue ? Alors oui, effectivement, les hausses sont spectaculaires et la période de taux bas, vous posez la question, est-ce qu'elle est terminée? Très probablement oui, elle est terminée. Pour préciser d'ailleurs le cadre que vous donnez, puisque vous indiquez des hausses de 60%, 70% ou 100%, je crois qu'il faut rappeler que le niveau des taux américains, des taux longs américains, des emprunts d'État, est aujourd'hui supérieur à 4%. Il est autour de 4,5%. Eh bien, ce niveau-là correspond à un niveau qu'on avait connu il y a environ 15 ans. Et c'est-à-dire avant la crise financière de 2008, qui avait déclenché un grand mouvement de baisse de taux compte tenu du ralentissement économique qui s'annonçait en conséquence de cette crise. Deuxième point important, c'est que il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, ce même taux américain valait 1% environ en moyenne. On est donc passé de 1% à 4% en l'espace de 2 ou 3 ans, ce qui correspond à un choc assez significatif du point de vue financier. Alors maintenant, ce mouvement qui a eu a des conséquences. La première conséquence la plus logique, c'est évidemment le resserrement des conditions de financement. Une entreprise industrielle, par exemple, qui veut faire des achats à horizon 10 ans, 15 ans, va voir le coût total de son investissement progresser du fait des taux qui sont plus élevés. Pour schématiser, si une entreprise, par exemple, de transport aérien veut acheter 10 avions, eh bien, avec un niveau de taux à 1%, ça lui donne un coût correspondant. À un niveau de taux de 4%, soit l'entreprise va devoir sortir plus, investir plus que ce qu'elle n'avait prévu, ce qui va peut-être générer des difficultés de remboursement ultérieurement, ou bien acheter moins d'avions. Et on voit bien tout de suite, quand je prends cet exemple très simple, que si elle achète moins d'avions sont produits, et donc mécaniquement l'économie est un peu moins dynamique. Donc l'impact de la hausse de taux, il va se prolonger. Il a commencé un peu, il va se prolonger dans probablement les années qui viennent, au travers d'un ralentissement économique. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect financier de la valeur patrimoniale. Si je prends l'exemple toujours d'un crédit de 10 ans ou de 15 ans, par exemple l'immobilier, la valeur, le coût total d'un crédit à 1% et d'un crédit à 4% n'est pas le même. Donc, si on veut, par exemple, acheter un appartement, eh bien, soit il va falloir avoir un remboursement plus élevé, ce qui peut être problématique, ou bien finalement acheter une surface un peu moins chère. On peut aussi avoir un ajustement des prix par la baisse de la valeur de l'appartement. C'est ce que certains experts de l'immobilier redoutent un petit peu probablement les mois, les trimestres ou les années qui viennent. Donc, les conséquences de cette hausse de taux sont à la fois dans l'économie et plutôt à moyen et long terme, et sont aussi dans la finance. Et je donnerai d'ailleurs un dernier exemple de la finance, dire que la valeur des bilans des banques et des assureurs, elle est forcément impactée. Si vous avez acheté une obligation américaine il y a par exemple 1 an, eh bien elle vaut aujourd'hui moins cher si vous devez la revendre. Alors, personne n'est obligé de revendre une obligation. On peut la porter jusqu'à son terme et être remboursé du montant prévu. Mais si on devait la revendre, eh bien, on la vendrait avec une moins-value. C'est ce qui s'est passé, si vous vous souvenez, plus tôt cette année avec la banque SVB aux États-Unis, qui avait acheté des obligations qui étaient en moins-value et qui devait les céder pour fournir des liquidités à ses clients. Donc, l'impact de la hausse de taux peut aussi avoir une conséquence sur le marché financier dans son fonctionnement. Alors, à l'origine de tout ça, c'est très simple. C'est d'abord la survenance d'une inflation beaucoup plus importante qu'au cours des 10, 20 ou 30 dernières années, et puis la réaction très logique qu'il fallait attendre
des banques centrales. Ça fait maintenant plus d'un an qu'elles montent leurs taux, qu'elles durcissent les conditions de financement, cette fois-ci à court terme, et cela a un impact sur la valeur des taux à long terme, le niveau sur lequel nous sommes en ce moment. Alors on comprend bien que la lutte contre l'inflation par les banques centrales est source et pourvoyeur de hausse de taux longs. La communauté financière, au-delà de la microéconomie avec Nvidia ce soir, va être très focalisée sur la macro et la réunion des banques centrales lors du symposium de Jackson Hole en cette fin de semaine. À quoi doit-on s'attendre, Julien ? Alors, les banques centrales ont fait un chemin très important, c'est-à-dire qu'elles ont normalisé leur politique monétaire. Elles avaient une politique monétaire anormale, c'est-à-dire des taux extrêmement bas, dans le cadre d'une inflation qui elle-même était extrêmement basse. Ça a donné une forme d'expansion monétaire. La masse monétaire a beaucoup progressé. L'événement du Covid a rajouté encore ce fait. Et une masse monétaire très large, c'est-à-dire beaucoup d'argent disponible, ça peut générer de l'inflation. Donc, une banque centrale ne peut pas laisser cette situation trop longtemps, surtout si l'inflation commence à arriver, puisqu'il y a des effets justement d'entraînement. Donc, les banques centrales ont monté leurs taux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si cette hausse de taux est une normalisation, c'est un retour à l'état normal. Les taux aujourd'hui des banques centrales sont dans une configuration normale, c'est-à-dire quelque chose qui était qu'on pourrait comparer à il y a 20 ans ou il y a 30 ans par rapport au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie. La question, est-ce qu'elles vont aller au-delà, c'est-à-dire vraiment durcir très fortement les conditions de financement? Ça va être le message qu'elles vont probablement diffuser à Jackson Hole. Et si on regarde la manière dont elles ont parlé au cours des derniers mois, puisque la normalisation est faite, elles disent maintenant nous allons suivre les données économiques précises qui nous seront proposées et nous agirons en conséquence. C'est-à-dire que elles ont pendant 1 an et demi dit attention, on va monter les taux, on normalise notre politique monétaire, c'est fait. Maintenant, elles ne disent plus, elles ne fixent plus un niveau de taux pour dans 6 mois par exemple. Elles disent qu'elles vont suivre les données financières et surtout économiques. Ce qui veut dire que si toutes les données où l'inflation sera un peu plus élevée que prévu vont déclencher chez l'investisseur la crainte d'une nouvelle hausse de taux. Et cette nouvelle hausse de taux, elle se produira assez probablement. C'est-à-dire que les banques centrales vont nous dire qu'elles vont suivre l'évolution de l'inflation dans leur politique monétaire. Voilà ce qui est le plus probable sur Jackson Hole. Ok, on comprend. Alors, vous nous dites que donc la lutte contre l'inflation est toujours au cœur des soucis des principaux argentiers mondiaux. On comprend également qu'une hausse des taux courts, donc des taux directeurs, a un impact à la hausse sur les taux longs, réduit mécaniquement les capacités d'emprunt des agents économiques, quels qu'ils soient, État, entreprises, ménages. Du coup, par la force des choses, ça devrait peser in fine sur les indices. Pour autant, si on regarde le CAC 40, depuis que la BCE a décidé de relever ses taux, eh bien le CAC 40 est dans le vert. Du coup, par la force des choses, comment peut-on anticiper quel va être l'impact de cette réunion de Jackson Hole avec ce que vous nous avez présenté, ou quel pourrait être en tout cas l'impact de Jackson Hole avec ce que vous nous avez présenté sur l'indice phare parisien selon vous? Bien, vous avez raison de signaler que la progression est positive depuis le début de la hausse de taux en quelque sorte, mais on peut aussi regarder sous un autre angle et voir que depuis quelques mois, les actions évoluent sans véritable tendance. Vous avez le graphique du CAC 40 qui vous le montre. On évolue en grosso modo entre 6800 points en bas pour l'indice CAC 40 et 7600 points en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tendance haussière. On est dans ce qu'on appelle une période de consolidation. Les périodes de consolidation, on les appelle aussi périodes de digestion, c'est-à-dire qu'on digère l'information qui a été fournie préalablement. Cette information, c'était cette fameuse hausse de taux. Et cette évolution dans ce canal plat traduit le fait que les investisseurs attendent de comprendre un petit peu mieux le niveau de taux qu'on aura en 2024. Ça me paraît assez clair. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si le niveau de taux va encore beaucoup progresser, auquel cas la valeur des actions serait impactée, comme on l'a expliqué précédemment, ou si finalement la normalisation monétaire que nous avons vécue est suffisante, c'est-à-dire que l'inflation ne repart pas trop fort, en tout cas pas tout de suite, ce qui permettrait de libérer un petit peu plus de potentiel haussier, c'est-à-dire que les investisseurs regarderaient cette fois-ci l'évolution des bénéfices. Alors en analyse technique, tout ça veut dire que si on arrive sur la borne basse, 6800 points, on est clairement sur des zones plutôt d'achat.
Une inquiétude à Jackson Hole, par exemple, pourrait générer une correction sur ce seuil. À l'inverse, une fois qu'on arrive à 7600 points, c'est peut-être, en tout cas pour le moment, un peu trop cher pour investir. Très clair. Bah, écoutez, on regardera donc avec attention, on analysera avec attention donc notamment le discours de Jérôme Powell qui prendra la parole. Alors je sais plus si c'est vendredi ou samedi, mais c'est en toute fin de symposium et donc il faudra très clairement analyser son discours pour justement essayer de déceler une direction et une direction de la direction des taux que prendront les taux directeurs, notamment de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce matin. Julien Nebelzal, vous êtes responsable de l'allocation chez Advise et également donc intervenant chez nous régulièrement. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. On marque une pause de notre côté et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Tout de suite sur Téléfinance.